nous savons tous, les fintechs, qui sont des boîtes tech. Et on a vu dans l'étude qu'une grande partie, voire la majorité, ils utilisent des technologies comme de l'IA, blockchain, IoT, etc., pour aller loin au-delà de juste la simple digitalisation des processus, des produits, de l'expérience utilisateur. Et donc là, je voudrais aborder le sujet de comment eux, ils utilisent les technologies, quelles technologies ils utilisent et comment ils utilisent pour créer de la barrière à l'entrée, de l'avantage concurrentiel et une croissance durable. Donc, je propose à vous de vous présenter très brièvement en 2-3 phrases qui vous êtes et votre société, la vision et l'offre de votre société. Je commence. Merci. Merci. Moi, je suis Anne-Sophie Léniel, je suis CEO d'IPDAT. Et IPDAT, c'est quoi? C'est une suite d'outils qui a pour ambition de révolutionner la gestion financière et comptable des TPE-PME en France. Et à l'international aussi. Trop habitué. Bonjour à tous, moi je suis Violaine Rebaud de Descartes Underwriting. Et nous, on est une insurtech qui a été créée fin 2018 et qui a vocation à proposer de nouvelles solutions d'assurance paramétrique pour les corporates basées sur les nouvelles technologies, l'imagerie satellite et les objets connectés pour les protéger contre les risques climatiques et émergents. Bonjour à tous et ravi d'être là. Bonjour, donc Raphaël Rivière, je suis CEO de MoneySnap, une fintech qui a vocation à aider les diasporas qui vivent en Europe à mieux soutenir leurs familles qui sont restées vivre dans leur pays d'origine, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. On distribue des solutions de transmission de fonds internationaux vers ces pays-là en B2C depuis notre site, notre app, mais aussi en B2B2C en embarquant ces solutions as a service chez des partenaires qui peuvent être des banques, des néobanques, mais aussi d'autres sociétés qui ont vocation à servir des personnes qui soutiennent les familles à l'étranger. Voilà, on existe depuis 5 ans et Truffle est un de nos actionnaires historiques. Bonjour, Nicolas Hédou. Je dirige le secteur finance pour Soprasteria. C'est assez gros, ça fait 25% du chiffre d'affaires de Soprasteria. J'y suis depuis 1 an. Mais Soprasteria, c'est né avant 1970, donc je n'étais pas à la création. Et voilà, Soprasteria, la seule petite différence par rapport à toutes les ESN du marché, c'est que, surtout sur le secteur financier, c'est que ça englobe une entité software qui fait au moins la moitié du chiffre d'affaires du secteur. OK, merci beaucoup. Donc, la première question, c'est la technologie est au cœur de tous vos produits et services. Donc, quelles sont les technologies pour vous les plus critiques dans vos produits et pourquoi sont-ils incontournables? Anne-Sophie. Alors, déjà, c'est une excellente question parce qu'effectivement, la technologie, pour nous, c'est hyper important. C'est au cœur de notre produit. D'une part, parce qu'on est parmi les acteurs qui possèdent leur propre technologie. Et effectivement, on a construit notre suite d'outils sur cette base. On utilise effectivement l'OCR qui nous permet d'extraire de la donnée et qui nous permet donc de fiabiliser en fait l'information qu'on va restituer aux clients, puisqu'on extrait et on compare des données entre elles, et donc ça nous permet d'avoir une information sûre. Ensuite, on utilise le machine learning. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de la non-intervention humaine, c'est du 100% automatisé, et donc nos algos ont besoin d'apprendre au fur et à mesure de manière à avoir 0 intervention humaine. Donc effectivement, la technologie pour nous, c'est essentiel. Okay, merci. Merci beaucoup. Alors, nous, chez Descartes, ce sera un petit peu particulier parce que je vais me replacer dans le spectre de l'assurance parce que c'est ce qu'on fait. Et l'assurance contre les risques climatiques et la technologie, elle intervient à 2 étapes qui sont fondamentales dans l'opération d'assurance. La première, et on n'en parle pas beaucoup, alors que pourtant, c'est au cœur de l'assurance et c'est même pour ça que l'assurance existe, c'est le risque. Donc, qu'est-ce qu'on assure quand on fait de l'assurance? On assure un risque et dans notre cas, un risque qui est le risque climatique, qui est un risque qui est émergent, qui est un risque qui est évolutif et qui est donc un risque qui est mal compris aujourd'hui par les acteurs traditionnels. Donc, la technologie, c'est à ce stade-là qu'elle intervient, c'est-à-dire en amont,
on a des risques de feux de forêt géants comme on a eu en Californie, en Australie ou même en Alaska ou en Sibérie récemment, qui ne sont pas des endroits où on s'attendrait à avoir des énormes feux de forêt. Comment est-ce qu'on comprend ce risque? Comment est-ce qu'on le modélise pour derrière pouvoir l'assurer? Et là, on n'a seulement pas d'autre choix que d'utiliser les nouvelles technologies parce que l'historique ne veut rien dire. C'est un risque qui a été multiplié par 5 entre la décennie 2010-2020 et la décennie précédente. Donc, la seule solution pour comprendre ce risque, c'est la technologie, c'est l'imagerie satellite pour pouvoir voir tout de suite qu'est-ce qui brûle pas, y compris là où il n'y a personne, pour pouvoir expliquer quels sont les facteurs derrière ces incendies de forêt. Donc, il y a la sécheresse, évidemment, qui est un phénomène qui s'étale sur plusieurs années. Il y a les vents, il y a la topographie, il y a les vagues de chaleur. Donc, comprendre comment tous ces phénomènes vont causer des risques climatiques qui se multiplient en fréquence et en intensité, c'est quelque chose qui nécessite le support de la technologie. Parce que l'historique, ça ne suffit pas. Est-ce que ça veut dire que vous utilisez de l'intelligence artificielle pour commencer à prédire les choses alors qu'il n'y a pas assez d'historique pour être sûr de... Absolument, parce qu'en fait, l'historique est un très mauvais prédicteur, donc on utilise les réseaux de neurones, l'intelligence artificielle, pour faire de la lecture d'images et de la prédiction sur ce qui va se passer dans le futur. Et alors, le deuxième aspect en assurance, et où là, je pense que ce sera un petit peu plus proche de ce que mes collègues proposent, c'est le service aux clients. Et en fait, l'assurance des corporates, c'est un secteur dans lequel la technologie a mis très longtemps à rentrer. C'est-à-dire que vous, pour votre assurance de maison ou de voiture, il y a plein de choses qui vous paraissent parfaitement normales, de pouvoir le faire en ligne, envoyer vos photos en ligne, etc. C'est quelque chose que les corporates n'ont pas. Donc, pouvoir leur faire bénéficier de la technologie avec une détection de sinistre qui se fait à distance. Si je prends l'inondation, vous avez un capteur qui mesure le niveau d'eau chez vous et puis c'est tout, ça ne va pas plus loin. Vous recevez l'indemnité qui est prévue au contrat en fonction de ce que le capteur a détecté. Ça vous permet d'être indemnisé en quelques jours, alors qu'en moyenne, dans le secteur traditionnel, c'est 1 an et demi. Donc, la technologie, elle intervient aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire en changeant complètement d'échelle dans l'expérience client au moment de vérité de l'assurance, qui est le moment où il y a un sinistre. Okay. Donc, vraiment, c'est paramétrique, ça va être voilà, c'est automatique. Exactement. Exactement. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là, la compréhension du risque en amont et l'expérience client au moment de vérité, qui est le moment du sinistre. OK. Merci beaucoup, merci. Alors, pour Monisnap, il y a plusieurs choses qui sont importantes avec un point commun qui est évidemment le fait que la technologie doit être au service de nos clients finaux qui sont des envoyeurs de fonds. Et il y a 2-3 drivers qui sont clés pour ces personnes qui remettent à notre service un tiers de leur salaire. C'est évidemment la sécurité de la transmission de fonds. C'est une certaine forme de confidentialité et d'anonymat aussi. Et c'est le fait de pouvoir le faire vers n'importe quel pays et aussi par l'intermédiaire de n'importe quelle plateforme au moment où il en a besoin. Donc pour ça, on se sert de 3 grands sujets tech, en tout cas on les applique pour ces contraintes-là. Sur le sujet de l'anonymat, de la confidentialité, il y a quelque chose qui est assez important qui s'appelle la confidentialité différentielle, qui a vocation à permettre de sécuriser l'information de nos clients tout en pouvant l'utiliser correctement et en extrayant le maximum de valeur des algos qu'on peut avoir pour faire de la gestion de revenus, de l'analyse de risque, etc. Mais tout en préservant l'anonymat et la privacy de nos clients en interne, donc s'assurer que tous nos collaborateurs peuvent avoir accès à cette data sans pour autant être capables de retracer de l'information personnelle. Donc ça, c'est assez clé pour nous. Le deuxième élément qui est clé, c'est dans un cadre, dans l'écosystème finance, on en a parlé tout à l'heure, il y a on va dire un spectre de technologie, de langage, d'absence de technologie en fonction des acteurs avec lesquels on travaille qui est très large. Et un élément qui est fondamental pour nous, c'est d'arriver à abstraire cette complexité parce que sans forcément connaître le secteur, vous imaginez bien que se câbler à une agence de retrait de fonds au Mozambique, c'est pas tout à fait la même chose que se câbler à Orange en France. Et donc abstraire cette technologie-là, cette absence de technologie, pour faire à la fois que l'envoyeur et le receveur aient l'expérience fluide, ça nécessite de maîtriser des langages qui sont peu connus, qui sont vieux, et de les muer en quelque chose de beaucoup plus accessible en 2022. Ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément aussi, on est sur un secteur de transmission de fonds à l'international vers des pays émergents. C'est forcément un secteur qui peut être très sujet à la fraude. Et donc, dans ce contexte-là, on a forcément besoin de se doter de bons outils de prédiction de fraude et d'analyse du risque.
Et ça passe par du machine learning sur le comportement d'utilisateur, que ce soit sur nos sites ou sur les plateformes partenaires, pour permettre de savoir si on a une utilisation frauduleuse ou pas. Et donc ça, c'est à la fois d'analyse de l'historique, qui pour le coup est bien documenté pour nous, et du coup, on va dire de surcouche d'outils traditionnels de paiement avec des algorithmes maison alimentés en ML pour être certain qu'on ne fait pas du blanchiment d'argent sans le vouloir. Voilà, ça, c'est 3 éléments assez clés pour nous. Ok, super. Je vais essayer de prendre un angle fintech quand même, parce que sinon ça va être compliqué de parler des services de Sopra Steria. Mais sur le thème, est-ce qu'il y a plus de tech que de fin? C'est ça, c'était ça la table ronde. Donc c'est clair qu'il y a plus de tech que de fin. Nous, c'est pas très compliqué. On est fast follower, donc on essaie de surveiller ce qui se dit dans les comités exécutifs, et puis on suit. Et c'est clair que depuis, il y a 10 ans, quand on discutait dans les comités exécutifs d'innovation, etc., c'était la customer journée et on essayait de rentrer sur les métiers, disrupter, des intermédiaires, etc. Maintenant, je peux assez facilement parler de Frédéric, parce qu'il est parti. Maintenant, les clients qu'on a, c'est des gens comme lui. Donc, lui, il fait assez vite la relation sur son business métier. Ce qui l'intéresse, là, on va créer la conversation avec lui, c'est sur la tech. Il fera la traduction après. Et donc, dans les comités exécutifs des banques, maintenant, ça parle de tech. Donc, ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est la vérité. Et donc, les deux sujets qui sont, si vous regardez tous les comités exécutifs, les deux sujets qui sont majeurs, après il y a d'autres sujets, etc., donc c'est le cloud, parce que en fait, c'est un frein à la technologie, parce qu'ils ne peuvent plus prendre chez eux les nouvelles technologies, ils ne peuvent plus les absorber chez eux, donc il faut qu'ils soient dans le cloud. Donc après, il y a plein de questions derrière ça. Et c'est data et AI. D'accord, parce que la surface digitale, c'est bon, ils ont les 5 étoiles, c'est plus le sujet. Maintenant, c'est comment ils font du cash avec ça. Et data AI, c'est 50%, je crois, dans l'étude, et c'est 50% des discussions aussi dans les comex sur la tech. Donc c'est ça, c'est les conversations qu'on a avec les comités exécutifs, et c'est ce qu'on fait aussi dans la partie software. On essaye de développer le plus de valeur autour des data et sur le cloud. Et comment est-ce que vous évaluez la vraie valeur de ces technologies? Parce que moi, je vois des milliers de pitch decks par an. Et comment on sépare le faux AI du vrai AI? Bah, c'est un peu ça. Voilà. Oui, comment vraiment… Alors là, c'est là où on a une petite valeur ajoutée dans cet écosystème-là. C'est que on arrive… Alors déjà, il y a un filtre des gens comme Frédéric qui savent très vite définir le vrai AI du faux AI. Et puis, comme le disait Frédéric, il y a quand même un cycle entre la proposition de valeur technologique et la mise en place sur du business avec des résultats. Et c'est là où on intervient, soit avec nos solutions, soit avec les solutions associées des fintech. Et on les prouve. Donc, il y a un premier fil pour voir si ça marche. Et puis après, il y a tout un cycle. Et c'est là où nous, on accompagne, parce qu'à la fin, on pose le tampon de c'est fait avec Sopra Steria, etc. Donc, l'égrainage, il se fait sur un cycle. Alors, il y a un filtre au début, et puis on égrène au fur et à mesure le vrai AI, du faux AI, etc. OK. Donc, si on prend l'exemple de l'AI, il y a plus que la technologie, parce qu'il y a tous les processus autour. Il faut alimenter avec des données, il faut entraîner, etc., etc. Et aussi, vous, les fintech, vous essayez de croître à une vitesse vertigineuse, on peut dire. Et on connaît très bien l'ancien mantra de Facebook, move fast and break things, mais vous ne pouvez pas faire parce que vous gérez de l'argent des personnes, de la confiance, il y a les régulateurs. Donc, comment est-ce que vous arrivez à accélérer sans mettre à risque certaines de ces technologies composantes de vos produits? Ça, c'est une vraie question. Effectivement, nous, dès le départ, on s'est positionné comme une suite d'outils. Donc, construire au fur et à mesure, c'est un peu notre mantra. Donc, on a développé au fil du temps des process qui font qu'on sait développer des outils connectés et qui fonctionnent ensemble, donc sans casser forcément l'existant.
tout en gardant à l'esprit que c'est une start-up et que, en fait, c'est plutôt nos idées et les approches qu'on cache que véritablement la techno. C'est vraiment différent. Donc, oui, ça fait partie de notre cycle. On a d'abord construit un produit qui récupérait des pièces comptables. Ensuite, pour fiabiliser cette récupération, il fallait les confronter aux écritures, dont on fait également de la réconciliation bancaire. Ensuite, on a voulu appliquer ça à la vente, donc on fait de l'édition de factures. Et au fur et à mesure, on se retrouve avec effectivement une suite d'outils ultra complète pour les dirigeants d'entreprise et leur permettre d'avoir une vision 360 sur leur entreprise et leurs finances internes. Okay. Merci. Pour prendre l'angle un petit peu InsurTech de cette question, je dirais que la croissance, loin de casser des choses, et pourtant Dieu sait qu'on est un métier régulé, un métier de licence, etc., parce qu'il faut protéger les assurés, il faut que les assurés soient sûrs d'avoir leur argent au cas où il leur arrive quelque chose. Mais sur le plan tech, les risques qu'on assure, ils sont universels. Vous avez des orages de grêle aux États-Unis, puis vous en avez en Australie. Vous avez des inondations à Brisbane en ce moment, et c'était en Belgique et en Allemagne en juillet. Donc, le risque, il est universel, ce qui fait que notre croissance et notre expansion géographique, loin de casser le produit, en fait, elle le renforce. C'est-à-dire que le modèle, le produit que vous avez construit en Europe pour l'inondation, tout ce que vous avez appris, les nouveaux capteurs que vous avez pu développer, mettre en place, les nouveaux produits, et bien demain, vous pouvez les appliquer aujourd'hui à Brisbane, où il y a des inondations aussi, et où il y a un problème d'assurabilité de l'inondation aussi. Donc, loin de casser le produit, je dirais qu'on alimente les modèles, qu'on alimente les produits, et qu'en fait, la croissance d'aujourd'hui vient construire des fondations très fortes pour la croissance de demain. Et un aspect supplémentaire en assurance, c'est la mutualisation. Donc, en fait, on est très content quand on assure du feu de forêt en Australie d'aller demain en assurer en Californie parce que, voilà, on mutualise le risque. Donc, c'est cet aspect d'avoir plus de données pour renforcer nos modèles, de pouvoir étendre des produits développés sur un continent, sur un autre continent et de mutualiser les risques qui fait que, pour moi, l'ultra-croissance en assurance, elle est extrêmement vertueuse, en fait. Okay. Alors, pour ce qui nous concerne, l'international, c'est même dans l'ADN de ce qu'on fait parce que mécaniquement, on envoie des fonds dans 150 pays. Donc, on est obligé de se poser la question de l'international très, très vite. Le frein régulatoire est évidemment important et la réponse qu'on essaie d'y apporter, c'est une réponse de stratège, entre guillemets, avec un positionnement sur la chaîne de valeur qui dépend du pays dans lequel on travaille. On est un business d'écosystème, la finance en général, c'est un business d'écosystème. Donc, on peut toujours décomposer notre chaîne de valeur en briques plus petites et s'affranchir de travailler ou d'internaliser une partie de cette chaîne pour des questions réglementaires et de travailler avec des partenaires locaux dans un premier temps et le temps de l'intégration verticale viendra après. Donc, on peut tout à fait travailler sur des pays dans lesquels on n'a pas d'agrément, par exemple, en s'appuyant sur des partenaires locaux qui, eux, l'ont et qui, par ailleurs, sont une très belle porte d'entrée en termes de légitimité derrière sur ce marché-là. Et une fois le marché testé, une fois les premiers POC prouvés et une fois les premiers clients acquis, se poser la question dans un arbitrage make or buy classique de est-ce qu'on s'intègre verticalement pour finalement déployer 100% ou pas de notre solution. Et dans notre secteur spécifique du transfert d'argent, il y a une notion également de massification flux qui s'apparente aussi à la mutualisation de risque. À partir du moment où on travaille sur des échanges de devises, la massification de flux elle est très importante. Donc également, c'est aussi valable pour nous à partir du moment où on s'internationalise avec des destinations de transferts qui sont communes. On œuvre aussi à assainir aussi nos PNL et à faire en sorte qu'on s'auto-alimente aussi en termes de unit economics. Donc c'est à la fois un challenge mais vertueux à partir du moment où on résout de la bonne façon. Juste un commentaire sur ce sujet-là, parce que ça vient quand même du début, du digital, etc., ce fail fast. Okay, donc, quand tu parles de surface digitale, de customer experience, tu peux dire fail fast, parce que bon, si jamais ça bloque, c'est pas très grave. Donc, quand tu commences à rentrer dans les data, quand tu commences à rentrer dans les process, etc., je pense que c'est plus trop l'objet, quoi. Okay, donc, c'est venu du monde digital au début. Quand
Quand on était en surface, ça va. Maintenant qu'on est en profondeur, en front to back, etc., le fail fast, je pense qu'il faut un peu l'oublier et il faut quand même parler un peu de résistance. Le vrai sujet, c'est plutôt la sustainability, l'explainability, etc., que le fail fast. Très bien. Mais juste pour entrer, Facebook le mantra aujourd'hui, c'est plutôt avancé and fix everything. Et maintenant, c'est the future is private. Donc, il faut évoluer aussi avec la croissance de la société. Donc, et donc, pendant cette forte croissance dans vos entreprises, comment est-ce que vous gérez les talents technologiques? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu la guerre pour les talents, surtout avec les grandes levées et les gros fintech qui aspirent du talent des plus petits. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, ça c'est une vraie difficulté, le recrutement. Effectivement, comme vous venez de le dire, les gros leveurs, enfin les grosses levées aspirent beaucoup de talent et c'est une forme de prise de marché de cette manière de recruter. On a la chance chez iPadat déjà d'avoir dans les cofondateurs 2 talents développeurs. Donc déjà, il y a un réseau, il y a une envie de travailler aussi auprès de développeurs qui sont brillants. Et donc ça nous permet d'attirer des talents et de les garder. J'avoue aussi qu'au quotidien, on les chouchoute et on essaie, ils ont des projets qui les motivent puisqu'on travaille sur des sujets qui sont intéressants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Mais c'est clair que c'est une vraie difficulté de recruter et c'est un travail constant. Oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est sûr que recruter des profils tech, des DevOps, c'est vraiment la bataille aujourd'hui. Et pour ajouter donc à ce que tu as dit, je dirais que quelque chose en plus, parce que, évidemment tout le monde se base sur les conditions de travail, le salaire, est-ce qu'on peut travailler en remote ou pas, voilà. Mais au-delà de ça, ce qui drive les choix aussi, c'est le purpose de l'entreprise. C'est-à-dire que ils sont tous très très brillants et ils codent très très bien, mais en fait c'est pas vraiment ça qui va driver leur choix et c'est pas de faire de la tech pour la tech, c'est quoi le purpose de l'entreprise? Parce qu'en fait, il y a dans le projet. Exactement. Exactement. Parce que c'est aussi une génération qui a une conscience sociétale, environnementale qui est extrêmement accrue par rapport à ce qu'on a pu voir même aux prémices de la tech, où faire de la tech pour la tech, c'était déjà super sexy. C'est plus le cas aujourd'hui et d'avoir un vrai purpose, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour driver les talents tech. Non, je suis évidemment assez d'accord avec tout ça. On constate, nous, dans notre secteur, qui a fort impact aussi vers les pays émergents, c'est un driver énorme pour le recrutement. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on est, surtout en fintech, on n'est pas forcément amené à travailler avec les technologies les plus cutting edge, puisque dans un contexte d'intégration avec des groupes traditionnels, on est obligé à un moment ou à un autre de se replonger dans des vieux langages ou dans des vieilles technos. Donc mécaniquement aussi, ça élague les profils qui ont envie de travailler. En fait, ça les élague pour le mieux, puisque je pense que dans des petites structures, on n'a pas forcément envie de mercenaires qui veulent travailler sur des technos cutting edge et qui vont s'ennuyer dès qu'on va repartir sur des choses un petit peu plus traditionnelles. Donc le purpose et le fait que finalement Tech for Tech, c'est un moyen et pas une finalité, c'est un élément qui est assez fondamental. Bon, on constate, pour aller dans le sens du sujet des conditions de travail, que l'adaptation au télétravail qui s'est imposée à nous, elle est évidemment fondamentale, même si on constate que paradoxalement, ce sont les développeurs qui sont les plus habitués à travailler en focus devant leur laptop qui participent le plus à tous les événements collaboratifs parce qu'il y a une cross-fertilisation des expertises des uns et des autres qui se font, et ça se fait malgré tout au bureau. Donc il y a peut-être un retour un tout petit peu au traditionnel aussi dans les techs. Et après, ce qui, en tout cas pour nous, est assez important, on est une petite équipe et on n'a pas forcément vocation à recruter comme d'autres grosses sociétés des centaines de développeurs. Donc l'important, je pense, pour des petites équipes resserrées, c'est de leur mettre dans les mains les bons projets de la bonne façon. Et donc, pour avoir une équipe tech qui se sent en confort et qui a envie de s'investir et de se projeter en long terme,
En fait, il faut une équipe produit très bien câblée. Et il faut être capable de leur mettre dans les mains de façon la plus ligne possible les meilleurs projets et les projets les mieux spéqués. Et en fait, quand on fait ça, on n'a pas besoin de doubler la taille de l'équipe pour doubler l'efficacité. Donc, on s'adapte aussi au fait que le recrutement est difficile en faisant en sorte que les chaînes de production, entre guillemets, soient les plus lignes possibles. Et là, c'est toutes les technologies agiles et équivalentes qui nous aident beaucoup à ça. Bon, heureusement qu'on n'a pas préparé un meeting, parce que sinon, je n'aurais pas voulu répondre à cette question. Parce que c'est le gros problème. Bon, après, vous, c'est un problème de riches, parce qu'en gros, il y a croissance sur le marché, etc. C'est un gros problème. Pour nous, c'est le vrai problème dans l'industrie. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières publications, mais c'est 26-27% depuis le début de l'année de turnover dans le secteur. Et nous, on a un gros problème de purpose, comme tu peux imaginer. Donc après, tout le monde fait un peu une orientation stratégique sur l'environnement, la sustainability, etc. Donc, mais ça ne marche pas bien, c'est sûr. Donc c'est un gros sujet. Après, on a un spectre d'intervention qui est assez large quand même. Donc, comme tu le disais, on est quand même obligé d'avoir X personnes qui travaillent encore sur le legacy des clients, en COBOL, etc. Donc, ils sont moins exposés. Ils sont, voilà. Mais le problème, c'est justement sur la data, l'AI. Bon, c'est très très compliqué de recruter. Je ne vous donnerai pas nos secrets pour arriver à s'en sortir. On s'en sort un tout petit peu mieux que la concurrence. Je le dis assez confortablement parce que ça ne va peut-être pas durer. Donc voilà. Le point positif, c'est quand même qu'on peut sourcer partout maintenant avec les nouveaux modes de travail. C'est-à-dire que c'est pas impossible, même en termes de juridique, de recruter des mecs assez forts dans Wisconsin, voilà, en Australie. Voilà. Donc ça, c'est pas impossible de faire ça. Donc ça relâche un tout petit peu la tension, mais c'est une tension historique. Je pense que c'est historique. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur la tech, il n'y a jamais eu autant d'argent, autant de gens qui en profitent. Et donc, c'est historique. OK, merci. J'ai une petite dernière question à vous poser, mais avant ça, je vais ouvrir à des questions. Une question qui rejoint le sujet. Est-ce que les fintechs c'est de la tech ou du financier? Moi, je pense que c'est partie du secteur financier. Et sur les talents, est-ce que vous voyez une aspiration des talents du monde financier vers la fintech et la surtech à Paris en Europe, on le voit aux États-Unis. Aujourd'hui, recruter des jeunes dans la banque, c'est difficile parce qu'ils veulent faire la fintech. Et je ne le vois pas à Paris. Bah, enfin, juste, moi, je le vois un peu, Ouais. d'accord, notamment sur les paiements. Si tu veux, notamment dans les grandes banques sur les paiements, avec toutes les disruptions sur les paiements, tous les patrons de paiement que je côtoie, ils ont quand même beaucoup de mal à recruter, alors qu'il y a beaucoup d'investissements sur les paiements et les vrais talents sont dans les fintechs. C'est ce que je perçois. Sur les paiements, c'est assez clair. Sur le reste, j'ai peut-être un peu moins de visibilité. J'irai en conformité, évidemment. En conformité, il y a beaucoup de passerelles entre les deux. Et en fait, on va dire que le parcours classique, c'est banque traditionnelle, néobanque de la banque traditionnelle, puis fintech. Ça, on le voit dans tous ces secteurs-là. Après, j'ai envie de dire, dans le corporate development, en M&A, dans toutes ces fonctions finance un petit peu spécifiques, on est là encore un business d'écosystème avec des rachats, des consolidations, des fusions dans tous les sens. Et donc, on peut avoir de la banque d'affaires qui vient en fintech. On peut avoir des analystes ou des managers d'équipes de corporate development qui viennent aussi en fintech parce qu'on est toujours dans des arbitrages make-or-buy. Donc, la question se pose toujours. Et donc là, oui, il peut y avoir Après, on va dire sur le cœur du réacteur, qu'il soit tech, marketing, produit, etc., on voit peu de transfuges de ces métiers-là. En revanche, oui, on a plutôt une compétition entre boîtes tech plus qu'avec une industrie traditionnelle. Oui, non, c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, un petit peu à l'inverse, les gens qui sont dans le cœur du métier de la vente, par exemple, donc les sales, ces gens-là, même les offres, c'est souvent des gens qui viennent de l'assurance, qui connaissent le métier, des gens du métier.
Alors que les techs, ils ne viennent pas de l'assurance, pas particulièrement. Soit ils viennent directement de leur formation respective, soit ils viennent d'autres secteurs. Mais donc, on les pique pas aux assureurs traditionnels. Par contre, on les pique dans le sens où ils sont plus dans le vivier à partir du moment où ils sont partis dans les insurtech. C'est plutôt ça qu'on voit, nous. Nous, un peu pareil. De la même manière, on a très peu de transfuges. Enfin, d'ailleurs, on n'en a pas du tout. On n'a pas de transfuges. On est en train de s'ouvrir au paiement. Donc, évidemment, dès qu'on va devoir introduire de la compliance, des choses comme ça, il est évident que ça va être le cas. Mais effectivement, comme tu disais, sur les équipes market, sur les équipes tech, il n'y a pas de transfuge, il n'y a pas de talents qui viennent d'établissements traditionnels. Et nous, on est à cheval fintech, Contatech, qui est un peu une émanence, voilà, parce qu'il faut mettre des noms sur tout. On n'a même pas de profil comptable chez nous. Donc, on s'est fait aider, c'est-à-dire qu'on a des experts comptables externes qui viennent enrichir. On a des comités experts comptables pour venir nous aider à construire le produit. Mais on n'a pas de profil expert comptable ni comptable maison. Parce qu'on était à la base vraiment un produit qui avait la volonté de vulgariser la comptabilité, de l'ouvrir à l'entrepreneur, de la rendre simple. Et donc, on ne voulait pas du tout venir se polluer, entre guillemets, c'est pas du tout négatif, mais on voulait garder notre âme d'enfant, notre âme d'entrepreneur pour pouvoir offrir une expérience plus simple. Oui, mais avec une forte réseau et de connexion avec des experts comptables. Tout à fait. On s'appuie sur un réseau très fort d'experts comptables. Aujourd'hui, on a un réseau de 1800 experts comptables. On en a une centaine avec lesquels on a des relations plus resserrées. Et effectivement, on a mis en place depuis l'année dernière un comité pour construire un produit qui leur convienne également, parce que c'est l'idée, c'est de collaborer sur une plateforme commune et que ça leur convienne. Est-ce qu'on a une dernière question ? OK, j'ai une dernière question pour vous. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme technologies innovantes qui vont arriver à bouleverser les fintechs actuellement? Bon, la révolution, elle est déjà en marche. C'est l'intelligence artificielle. On va continuer, on va améliorer. Et c'est une amélioration constante puisqu'on apprend au fur et à mesure et on améliore quotidiennement. Et puis la proposition qu'on offre, l'expérience qu'on offre à nos clients. Je vais prendre un exemple. Il y a 2 ans, je pense que les experts comptables avec lesquels nous, on collabore au quotidien, pour eux, la saisie des écritures, c'était encore leur quotidien. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Et je pense que ça va être appliqué à la totalité des opérations financières et comptables. Tout ce qui est automatisable va l'être. Et on va se recentrer sur le vrai métier. Donc, un expert comptable aujourd'hui, c'est plutôt un conseiller. C'est plutôt quelqu'un qui apporte de l'information en temps réel grâce à nos outils que réellement l'expert comptable d'antan. Et c'est la même chose du côté entrepreneur, puisque nous, on est vraiment cet outil qui fait se rencontrer ces 2 mondes. Tout ce qu'on met à sa disposition, c'est pour qu'il prenne des décisions en temps réel, et on fait de lui un entrepreneur augmenté. OK, super, merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y aura peut-être une technologie complètement disruptive qui va tout révolutionner dans 10 ans, ça, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que de façon incrémentale, les innovations qu'on voit déjà aujourd'hui, elles vont prendre énormément de terrain. Et ça, déjà, ce sera une révolution. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de technologies incrémentales qui vont faire plus 10% chaque année. Si on prend le coût des capteurs ou des technos qu'on utilise, nous, dans l'assurance, il a été divisé par 10 en 2 ans. Le volume de données disponibles, il augmente de façon exponentielle. La précision de ces données, elle augmente aussi de façon exponentielle. Si je prends l'exemple de l'agriculture, qui est évidemment en première ligne en termes de risque climatique, il y a 20 ans, ça existait déjà, l'assurance paramétrique pour eux, sauf qu'en fait, on avait des données au niveau, au mieux, du département. Aujourd'hui, on arrive à avoir son champ, presque chaque arbre, par des données radar, par des données satellites. Et ça, c'est une révolution. Donc, en fait, dans la disponibilité des données disponibles, dans leur précision et dans leur coût, là, il y a une révolution qui va faire que tout ce dont on discute ici comme solution innovante, en fait, va gagner du terrain de façon massive.
je pense que ce sera pareil pour toi aussi en termes d'applicabilité géographique et en termes de population. Oui, en effet, il y a de l'innovation incrémentale qui, petit à petit, on se dira a posteriori que ça a eu un impact assez important. En revanche, si on regarde à l'échelle beaucoup plus macro, aujourd'hui, qu'est-ce qui est l'équivalent de l'arme nucléaire dans la finance, c'est Swift, qui a 50 ans. C'est pas la blockchain, c'est pas ce genre de techno. Donc, peut-être qu'on dira dans 50 ans, la blockchain a été une révolution. Aujourd'hui, je vois effectivement pas de grandes techno orthogonales par rapport à ce qui existe, qui pourrait bouleverser. En revanche, ce qui, de mon point de vue, va fondamentalement changer le paysage de la finance dans le monde, c'est le fait que dans les 15 prochaines années, il y a 2 milliards de personnes qui vont accéder aux services financiers. En Afrique, en Asie, en Amérique latine notamment. Et ça va passer par l'émergence de nouveaux acteurs providers de services financiers qui seront des leaders mondiaux, qui ne sont pas des banques traditionnelles. Parce que les banques sont absentes de ces pays-là, grosso modo. En Afrique, ce sont les opérateurs télécoms qui jouent le rôle de banque, donc, et des opérateurs télécoms locaux, mais aussi les opérateurs télécoms européens. En Asie, c'est la même chose. On a plutôt l'émergence de nouveaux providers qui ne viennent pas de la finance, qui auront demain 500 millions de clients. C'est ça qui, à mon avis, va faire que on va plutôt avoir une nouvelle écurie sur la grille de départ pour les 30 prochaines années. C'est plutôt ça, à mon avis, qui va changer. Non, mais sur l'AI, pour moi, c'est déjà fait. Si tu regardes, même si tu regardes ce qui se passe en Chine, enfin, s'il faut regarder ce qui se passe en Chine, c'est déjà fait. Donc, pour répondre à ta question, si j'avais un Bitcoin à miser, je ne le mettrais pas sur la blockchain, je le mettrais sur le quantum computing. Et puis voilà. Okay. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.